Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, suite à la demande de mes abonnés qui ont demandé des cours sur la télécommunication, d'accord? Donc, aujourd'hui, je vais commencer par un chapitre 1. C'est une introduction aux applications des télécommunications. Sachant que dans cette chaîne, donc, je vais faire des cours de traitement de signal, télécommunications et réseaux, traitement d'images, vision artificielle et initiation en programmation MATLAB, d'accord? Donc, on va faire traitement de signal et traitement d'image aussi sous MATLAB. Donc, je vais commencer par une introduction aux applications des télécommunications. Donc, c'est introduction à la télécommunication. Donc, l'historique, les télécommunications au sens large comprennent l'ensemble des moyens techniques nécessaires à l'acheminement aussi fidèle et fiable que possible des informations entre deux points a priori quelconques, à une distance quelconque avec des coûts raisonnables et à des instants quelconques. On va commencer par le télégraphe électrique. Donc, on peut estimer que l'histoire des télécommunications commence en 1832, date à laquelle le physicien américain Samuel Morse, donc il est né en 1791, décédé à 1872, eut l'idée d'un système de transmission codée. C'est un alphabet Morse, exemple SOS. Donc SOS, la forme 3 points, 3 tirés et 3 points. Donc en 1856, la France adopta le système Morse. La première liaison transoceanique réalisée en 1858 ne fonctionna qu'un mois. Défaut d'isolement du câble émergé, d'accord? Donc, voici Samuel Morse et à droite, le télégraphe Morse, d'accord? Maintenant, on passe au téléphone. En 1876, l'Américain Alexander Graham Bell inventa le téléphone. Enfin, la voix humaine pouvait être transportée au-delà de l'horizon sonore. De nombreuses améliorations du téléphone de Bell, comme l'invention du microphone à charbon par Hughes en 1878, conduisent au développement que l'on connaît. Donc, Paris fut la première ville à posséder un réseau de téléphonie urbaine. Donc, toujours avec l'historique. Donc, nous avons à gauche Alexander Graham Bell et à droite le premier prototype de téléphone. Maintenant, nous avons comme troisième type ou la troisième modèle ou la troisième moyen de télécommunication la radio. Mais le fil de cuivre qui était à la base même de ces dispositifs de communication était très pénalisant. Donc, nous avons des coûts de construction et de maintenance très importants. Impossibilité de communiquer avec un bateau en mer. Donc, nous avons la découverte des ondes hertziennes, allait ouvrir la première du sans-fil et à morphoser les lourds. Ils sont fragiles et coûteux, donc les câbles en cuir en lisant invisibles que constituaient les ondes électromagnétiques. Ici, nous avons toujours la figure à gauche, Marconi, et à droite, un récepteur radio sans fil qui date de 1925. Donc, en 1899, Marconi, italo-irlandais, donc d'origine italienne et irlandaise, fait reconnu comme l'inventeur de la radio sans fil. Il permet à plusieurs stations d'émettre simultanément et sans interférence
sur des langues d'ondes différentes. D'accord? Donc, on passe à 1921. Des émissions expérimentales sont diffusées depuis la Tour Eiffel, d'où sont transmis les premiers journaux parlés et émissions musicales en direct. Mais c'est Lee de Forest qui, avec l'invention de la triode, ouvrait véritablement la voie aux transmissions en longue distance. Donc, en 1927, la première liaison téléphonique transoceanique par onde hertzienne fut réalisée. Donc, شفنا la radio, le téléphone. Maintenant, on passe à la télévision. Donc, شفنا Morse aussi. Donc, c'est dans les années 1920 que le premier prototype de télévision apparaisse. En 1929, le BBC émet des émissions expérimentales malgré des images de mauvaise qualité. Mais en 1947, 3 Américains inventent le transistor qui, peu à peu, va détrôner les lampes et faire accélérer les évolutions techniques. Maintenant, on passe aux satellites comme moyen de télécommunication. Donc, au début des années 1960, les communications téléphoniques internationales restent très difficiles car les câbles sous-marins ont une capacité réduite. De même, la télévision ne permet pas encore de réaliser des directs sur de très longues distances. Donc, nous avons un projet alors avancé, construire un satellite de télécommunication. Donc, en 1961, un accord est signé entre la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis pour sa réalisation. Donc, ce satellite Telstar est construit par Bell Telephone Laboratories et sera lancé de Cap Canaveral le 10 juillet 1962. Donc, pour l'occasion, la France construit en Bretagne, Plumeur-Baudot, une antenne réceptrice composée, entre autres, d'une portion de sphère de 64 de diamètre. Donc, nous avons le 11 juillet 1962, l'antenne capte dans d'excellentes conditions des images émises des États-Unis. Donc, ici, nous avons une image sur le satellite Telstar 1. C'est clair? Donc, toujours avec les applications ou les moyens de télécommunication, nous avons l'Internet comme moyen. Donc, en 1974, les laboratoires Bell mettent au point un programme qui permet d'échanger des données par modem via le réseau téléphonique. Donc, grâce à cette innovation, débute le premier véritable réseau planétaire, le UUNET. Donc, en 1994, avec l'introduction de Netscape, doté d'une interface graphique spectaculaire, qui intègre les ressources multimédia, l'Internet connaît une explosion phénoménale. Donc, l'expression Internet sert à désigner un ensemble de réseaux connectés entre eux. Maintenant, on va passer à des généralités. Maintenant, on va passer aux définitions et généralités. Pardon, au début, on a fait l'historique. Maintenant, on va passer aux définitions et généralités. Donc, le terme fut inventé en 1904 par Estanio et signifiait communiquer à distance. Donc, le but des télécommunications est donc de transmettre un signal avec des moyens à base d'électronique et d'informatique. Ce sont des porteurs d'informations, exemple la voix, la musique, l'image, les données, etc., etc., d'un lieu à un autre lieu situé à distance. Donc, les télécommunications recouvrent toutes les techniques de transfert d'informations, soit iconofilaires, ou bien radio, ou bien optique, etc.,
quelle que soit la nature, ou bien des symboles, des écritures, des images fixes ou animées, le son ou autre. Donc, nous avons la chaîne de télécommunication est formée principalement d'un, premièrement, le canal. Le canal cadre une ligne, un câble coaxial, un guide d'onde, des fibres optiques, la lumière infrarouge, des canaux hertziens, etc., etc. Deuxièmement, nous avons besoin d'un émetteur ou bien la source, qui a comme fonction de fournir un signal représentant le message adopté au canal. Troisièmement, nous avons le récepteur, c'est le destinataire, dont la fonction est de reconstituer le message après observation du signal présent sur le canal. Donc, voici un schéma de base d'une chaîne de transmission. Donc, nous avons la source qui va passer un message à travers un émetteur. Donc, le message est connu des ondes sonores. Donc, on aura à la sortie de l'émetteur un signal électrique. On va utiliser autre dispositif et on va récupérer notre signal et à travers un récepteur, le message est le destinataire. C'est clair? Maintenant, le spectre électromagnétique. Le terme spectre fut employé pour la première fois en 1666 par Isaac Newton pour se référer au phénomène par lequel un prisme de verre peut séparer les couleurs contenues dans la lumière du soleil. Maintenant, on va passer au électromagnétisme. On va commencer par la définition. Donc, le rayonnement électromagnétique symbole l'ensemble des radiations émises par une source, soleil, radar, téléphone portable, etc., etc. Donc, les ondes électromagnétiques, nous avons une onde électromagnétique composée d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Ils vont être oscillés tous les deux à la même fréquence. Donc, c'est aussi l'ensemble des fréquences à laquelle peut osciller une onde électromagnétique. Ces deux champs sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre et se propagent selon une direction orthogonale dans un milieu, air, espace ou bien Maxwell-Lorentz. Donc, nous avons les ondes électromagnétiques constituées l'ensemble du spectre électromagnétique. Elles sont générées par le mouvement d'une charge électrique, tel qu'un courant électrique, Maxwell ou bien ampère. Elles véhiculent de l'énergie, mais pas de matière. Donc, voici un exemple, une figure pour la propagation d'une onde magnétique. On a le champ électrique, le champ magnétique. Ici, on remarque que la distance entre les deux pics, c'est la longueur d'onde. Et le champ magnétique électrique est en fonction de la direction ou bien la distance. Donc, sachant que la nature exacte d'une onde électromagnétique est en réalité la propagation à la vitesse de la lumière d'une déformation harmonique des propriétés électriques et magnétiques de l'espace, consécutive à une excitation. Donc, un parallèle peut être fait avec l'onde que génère une goutte qui tombe à la surface de l'eau. À noter que le milieu dans lequel l'onde se propague reprend sa forme initiale après distorsion. Comme il est à noter que les ondes audio ne se propagent pas dans le vide. Donc, nous avons une onde électromagnétique caractérisée par trois grandeurs. La première, c'est la longueur d'onde lambda. Donc, c'est la périodicité de l'oscillation de l'onde dans le temps ou bien dans l'espace. Elle est mesurée entre deux pics successifs représentant la longueur du cycle de l'onde dans l'espace. L'unité à la longueur d'onde, c'est le mètre, correspondant à la distance parcourue par la lumière en 1/3 par 10 puissance 8 secondes. Donc, c'est d'après l'information, la définition, c'est en 1983, c'est la conférence générale des poids et de mesure. Maintenant, on passe à la définition de la période. Donc, la période, c'est le temps que se met l'onde pour réaliser un cycle. L'unité est la seconde, c'est la même chose que le traitement de signal. La fréquence,
C'est l'inverse de la période. Elle symbolise le nombre de cycles par unité de temps. Donc, c'est le nombre d'oscillations du champ électromagnétique par seconde. L'unité est le hertz, sachant qu'un hertz équivaut à une oscillation. Maintenant, on va passer aux définitions du spectre électromagnétique. Le spectre électromagnétique, c'est la décomposition du rayonnement électromagnétique selon ses différentes composantes en termes de fréquence ou période, d'énergie des photons ou bien encore de longueur d'onde associée. Les quatre grandeurs, soit la fréquence, ou bien la période, ou bien l'énergie, ou bien la longueur d'onde, étant liées 2 à E2 par la constante de Planck, qui est approximativement égale à 6,626 069 par 10 puissance moins 3, 43 joules, et la vitesse de la lumière, donc avec ce chiffre. Selon les formules, que l'énergie égale H par V égale à H sur P pour l'énergie transportée par le photon. Et C égale lambda V est égal lambda sur P pour le déplacement dans le vide relativiste dans tous les référentiels du photon. Et aussi, nous avons E égale H par C sur lambda. Maintenant, on passe aux unités de mesure. Donc, pour les ondes radio et la lumière, on utilise habituellement la longueur d'onde. À partir des rayons grand X, les longueurs d'onde sont rarement utilisées. Comme on a affaire à des particules très énergétiques, l'énergie correspondant au photon grand X détecté est plus utile. Donc, cette énergie est exprimée en électrovolts. Donc, soit l'énergie d'un électron accéléré par un potentiel de 1 volt. Donc, voici une figure ou un tableau pour les longueurs d'onde. Donc, nous avons les rayons gamma, des rayons X, ultraviolets, l'infrarouge, des micro-ondes, des ondes radio et le spectre visible, bien sûr, en nanomètres. Ici, par exemple, nous avons une flèche qui indique la longueur d'onde en mètres avec le nom de l'onde, donc des ondes, par exemple, l'onde radio, infrarouge, ultraviolet, rayon X dur. Et ici, par exemple, le spectre électromagnétique, soit pour la source, les radios AM, les radios FM, fours micro-ondes, les radars, les micro-ondes, le corps humain, des ampoules électriques, la radiographie, les éléments radioactifs. La lumière blanche peut se décomposer en arc-en-ciel à l'aide d'un prisme ou d'un réseau de diffraction. Donc, chaque couleur spectrale de cette décomposition correspond à une longueur d'onde précise. Cependant, la physiologie de la perception des couleurs fait qu'une couleur vue ne correspond pas nécessairement à une radiation de longueur d'onde unique, mais peut être une superposition des radiations monochromatiques. Donc, voici la figure pour le prisme de Newton. Maintenant, on passe à la spectrométrie. Elle étudie les procédés de décomposition, d'observation et de mesure de radiation en ondes monochromatiques. Les photons de lumière visibles les plus énergétiques, violets, sont de 3 à 3 électrovolts. Les rayons X couvrent la gamme de 100 électrovolts à 100 kiloélectrovolts. Les rayons gamma sont au-delà de 100 et les photons au plus de 100 mégaélectrovolts, donc émis par un quasar, ont été détectés. Maintenant, on passe au domaine du spectre électromagnétique. On découpe habituellement le spectre électromagnétique en divers domaines, selon la longueur d'onde et le type de phénomène physique émettant ce type d'onde. Donc, nous avons les ondes radioélectriques ou bien les ondes hertziennes pour l'oscillation d'électrons au sein d'un circuit électrique comme une antenne. Des micro-ondes, oscillations d'électrons au sein des composants électriques spécifiques comme une diode, par exemple, rotation moléculaire. Le térahertz, domaine submillimétrique limité pour les micro-ondes, l'infrarouge lointain,
nous avons des niveaux de vibration de molécules complexes. L'infrarouge, c'est l'oscillation de particules, vibration moléculaire, transition d'électrons de valence au sein d'atomes et de molécules. La lumière visible, c'est la transmission d'électrons de valence de haute énergie qui ont la particularité d'être détectés par l'œil humain. L'ultraviolet, c'est la transition d'électrons de valence d'atomes ou de molécules de plus en plus haute énergie encore et non observables par l'œil humain. Les rayons X, c'est pour les transitions d'électrons des couches profondes au sein d'un atome, accélération ou désaccélération d'électrons libres de haute énergie. Les rayons gamma, c'est les transitions au sein du noyau atomique, souvent émises lors des excitations des noyaux fils issus de désintégrations radioactives d'un noyau instable, de façon spontanée ou sous l'effet d'une accélération au sein d'un accélérateur de particules. Maintenant, on va passer ou bien voir la classification des systèmes de télécommunication. Lorsqu'on aborde le problème des télécommunications, on est amené à faire usage de deux termes, réseau et système. Le concept de système se rapporte essentiellement aux moyens de télécommunication mis en œuvre pour constituer des réseaux. Donc, nous avons les systèmes sont en quelque sorte les supports des réseaux. On peut définir un système comme un ensemble cohérent de moyens mis en œuvre pour réaliser tout ou partie des fonctions des télécommunications. Donc, suivant cette terminologie, on distingue en général dans le domaine des télécommunications de grands systèmes spécifiques. Nous avons les systèmes de transmission et les systèmes de communication. On va commencer par les systèmes de transmission. Elles comprennent essentiellement les lignes de transmission proprement dites, c'est-à-dire les supports de transmission et les équipements de groupement des signaux à transmettre. Ce groupement est appelé multiplexage. Il en existe trois types, le multiplexage en fréquence, le multiplexage en temps et le multiplexage en longueur d'onde. Maintenant, on va passer pour la définition des lignes de transmission. Ces lignes peuvent être de nature très diverse. Soit on trouve des câbles, ou bien des liaisons hertziennes, ou bien des liaisons par satellite, etc., etc. Actuellement, pour les liaisons entre stations fixes de télécommunication, on peut classer les supports de transmission en 5 grandes catégories techniques. Nous avons les câbles à paire symétriques, les câbles coaxiaux, les faisceaux hertziens, les satellites artificiels et les fibres optiques. On va commencer par les câbles à paire symétriques. Donc, les lignes bifilaires groupées à l'intérieur de câbles le plus souvent souterrains, mais parfois encore aériens, dont la capacité varie en fonction du nombre d'abonnés à raccorder ou du trafic à écouler. Ces types de câbles sont utilisés essentiellement dans les réseaux locaux, soit pour le raccordement des abonnés à leur centre de rattachement, soit pour des liaisons intercentraux urbaines ou rurales. En général, les câbles à paire symétriques sont utilisés pour la transmission de signaux à faible ou moyenne largeur de bande. Nous avons les téléphones, les téléx, la transmission de données à moyen débit, mais on peut aussi les utiliser pour des transmissions de signaux à plus large bande. Ce sont les vidéos sur des courtes distances. Donc, voici un exemple de la paire torsadée. On a la paire torsadée. On appelle la paire torsadée les fils. On appelle ça un écran et on appelle ça la partie en gris, c'est le blindage. D'accord? On a deux types UTP, FTP et SFTP. Deuxièmement, on va voir la définition des câbles coaxiaux. Ils ont renié pendant longtemps sur le domaine des liaisons terrestres à grande distance et des liaisons intercontinentales par câble sous-marin.
Ils sont utilisés aussi pour des réseaux locaux à large bande, des réseaux de télévision par câble, notamment ou pour des liaisons interactives de vidéocommunication. Donc, voici une image, tu as un câble coaxial. En général, toujours qui sont reliés à des mots. Donc, j'ai la parabole, c'est la liaison entre la parabole et le dimo. Nous avons les physio-hertziens, donc les FH désignent l'air ou le vide. Ils permettent la circulation d'ondes électromagnétiques ou radioélectriques diverses entre un émetteur et un récepteur. Donc, destiné à la mise en œuvre de réseaux de télécommunications, nous avons le physio-hertzien numérique et rapidement mis en service, offre de grandes capacités de débit et évolutif en fonction de besoins de l'usager. Le physio-hertzien est souvent complémentaire de réseaux de fibre optique pour assurer la continuité de certains points de raccordement. Donc, nous avons les débits vont de 2 à 155 MB par seconde sur des fréquences de 1,5 à 38 GHz. Maintenant, on va voir la définition des satellites artificiels. La première des télécommunications par satellite artificiel a commencé en 1962. Donc, nous avons la première liaison transatlantique par satellite de télécommunication. Donc, le 11 juillet 1962, entre Andover aux États-Unis et Plumeur-Bodo en France. Donc, nous avons les premiers satellites ont été d'abord des satellites à défilement, donc en utilisant des orbites basses et excentrées. Très rapidement, on a été capable de lancer des satellites dites géostationnaires. Donc, c'est pour des orbites circulaires et rotation du satellite en synchronisme avec celle de la Terre. Les satellites artificiels ont révolutionné non seulement les télécommunications intercontinentales, possibilité de transmission simultanée de voix téléphoniques et de canaux de télévision, mais aussi, comme chacun sait, la météorologie, la navigation, la télédétection et la télésurveillance à objets civils ou bien militaires. D'autre part, l'apparition des satellites de diffusion directe de télévision apporte encore une dimension supplémentaire aux satellites de télécommunication. On va voir les fibres optiques. Donc, en 1977, les premières liaisons expérimentales, elles ont dessiné un développement fulgurant aussi bien dans le domaine des liaisons intercontinentales par câble sous-marin, mise en service du premier câble sous-marin en décembre 1988, que pour des liaisons terrestres à grande distance, où elles remplacent progressivement les liaisons par câble coaxieux et par fuseau hertzien. Donc, voici la figure qui montre la fibre optique. Donc, nous avons ici le cœur de 10 micromètres, la gaine 125 micromètres et la protection de 130 micromètres. La forme. Maintenant, on va définir c'est quoi un système de multiplexage. On dispose actuellement de trois grands procédés de multiplexage. Nous avons le multiplexage en fréquence, le multiplexage en temps et le multiplexage en longueur d'onde. On va commencer par le multiplexage en fréquence. Donc, nous avons le multiplexage en fréquence, on appelle ça le FDM, ou bien c'est pour Frequency Division Multiplexing. Elle consiste à partager la bande de fréquence disponible en un certain nombre de canaux ou sous-bandes plus étroits et affecter en permanence chacun de ces canaux à un utilisateur ou un usage exclusif. Donc, le multiplexage en fréquence fréquentielle a été utilisé pour accroître les débits sur paires torsadées et plus particulièrement les lignes téléphoniques. Donc, voici le principe de multiplexage fréquentiel. Donc, nous avons
canal physique en fonction de fréquence. Exemple, en bleu, c'est un utilisateur 1. En bleu, jaune, un utilisateur 2. Ou fil blanc non occupé, d'accord, sachant que grand A, B, C, ce sont les porteuses. Donc, qui est le multiplexage en fréquence, qui est le multiplexage en temps. Le multiplexage temporel, ou bien le TDM, c'est Time Division Multiplexing, consiste à affecter à un utilisateur unique la totalité de la bande passante pendant un court instant et à tour de rôle pour chaque utilisateur. Nous avons que le multiplexage TDM permet de regrouper plusieurs canaux de communication à bas débit sur un seul canal à débit plus élevé. Donc, voici le principe de multiplexage temporel. Donc, nous le bleu utilisateur 1, jaune utilisateur 2 et le blanc non occupé. Donc, on a 1, 2, non occupé, non occupé. Badirja 1, 2, non occupé, non occupé. Donc, le multiplexage en longueur d'onde, à l'inverse de le multiplexage temporel qui n'utilise qu'une seule longueur d'onde par fibre optique, le multiplexage WDM, c'est Wavelength Division Multiplexing, met en œuvre un multiplexage de longueur d'onde. L'idée est d'injecter simultanément dans une fibre optique plusieurs trains de signaux numériques sur des longueurs d'onde distinctes. Donc, voici une figure qui explique le principe d'un multiplexage en longueur d'onde, sachant que le shihada kamel, on va les détailler dans les vidéos les jayin, d'accord? Donc, chaque partie, on va faire une vidéo. Maintenant, on passe au système de commutation. La commutation est après la transmission la deuxième grande fonction des réseaux de télécommunications. En effet, c'est au début, on pouvait se contenter de faire communiquer entre eux quelques usagers en branchant plusieurs postes sur une même ligne. Donc, c'est le principe de la ligne partagée, ou bien en les relayant 2 à 2 par des lignes directes. Cela n'était plus possible que lorsque le nombre de personnes susceptibles de communiquer entre elles dépassait la dizaine. Il est indispensable alors de mettre en œuvre d'autres moyens. La fonction de commutation s'impose d'elle-même. Donc, la commutation consiste à choisir un chemin particulier parmi tous les chemins possibles et disponibles permettant de relier deux lignes téléphoniques données le numéro composé par l'abonné servant d'instruction au commutateur. Donc, nous avons les différents types de commutation, la commutation de circuit, la commutation de messages, la commutation par paquet et la commutation de trame et la commutation de cellules. D'accord? Donc, je vous souhaite bon courage. Et je vais terminer aussi la série Hadi pour les gens qui sont intéressés la télécommunication, d'accord? On va faire, sachant qu'avec mes étudiants qui passent en S5, on va faire ensemble aussi les réseaux téléphoniques et on va commencer l'histoire de la téléphonie à partir de 1G jusqu'à 5e génération, d'accord? Donc, je vous souhaite bon courage, bonne chance et si vous avez d'autres propositions à faire, je suis là. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.